Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour les courageux du jeudi soir de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, on a la chance d'accueillir Marion Dragé qui nous fait l'honneur de venir nous parler d'un sujet qui est assez intéressant et je trouve qu'on aborde assez rarement, qui est la recherche utilisateur, l'expérience patient, la conception numérique par rapport à ces problématiques-là. Donc, un sujet assez intéressant qu'elle va nous détailler pendant à peu près 1 heure. Juste avant de démarrer, juste une petite parenthèse du coup pour ceux qui connaîtraient pas encore l'association FLUPA. Donc on est une association donc avec plusieurs présences dans des villes et dans 3 pays. D'ailleurs, hein, c'est l'association qui veut promouvoir l'expérience utilisateur et c'est une association francophone. Donc on est en Suisse, on est en Belgique, au Luxembourg, etc. Donc on met en place régulièrement des apéros, des conférences, alors parfois en présentiel, parfois à distance, etc. Et puis il y a 2 grands événements phares qui sont organisés par FLUPA chaque année. Les UX Days, donc il y a eu ceux de 2022 qui sont disponibles sur YouTube. On commence à préparer ceux de 2023. C'est 2 jours de conférences, d'ateliers, etc. sur Paris. Donc un gros rassemblement pour tous ceux qui s'intéressent à l'expérience utilisateur. Et puis, un autre événement, alors là, le prochain aura lieu dans quelques jours maintenant, mi-novembre, ce sera à Grenoble. C'est un UX Camp, donc là aussi dédié à l'UX Design. Et sur 2 jours, on a des conférences, des cocktails également, et puis des petits ateliers où chacun peut venir avec des sujets d'ateliers, de confs, de retours d'expérience, de débats, etc. Chacun propose son sujet, tout le monde vote et le planning se fait un petit peu en live. Voilà, donc c'est vraiment 2 jours comme ça où on aborde et on rencontre plein de jolis mondes sur 2 jours pour parler du X design. Donc on peut adhérer à l'association. Bien sûr, ça nous permet de mettre en place plein de choses, mais pour beaucoup d'événements qu'on met en place dans les villes ou régulièrement dans l'année, c'est des événements qui sont ouverts à tous et qui sont, dans une grande majorité, gratuits. Donc, pour pouvoir nous suivre, il y a soit la page des réseaux sociaux, hein, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., pour suivre un petit peu nos actus. Vous pouvez voir tout ce qui est replay sur YouTube. Et puis, on a un Slack, ux-flupa.slack.com, où du coup, là aussi, tout le monde peut venir se connecter pour échanger, faire part d'événements, de problématiques, de recrutement, plein de sujets. Enfin, encore une fois, tout ce qui va toucher à l'UX. Voilà. J'essaie d'être rapide, mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger sur l'association. On fait plein de trucs super sympas. Je te laisse maintenant la parole, Marion, pour ce webinaire sur l'expérience patient. Merci. Et du coup, je te laisse enlever le partage d'écran, que je Alors, je vais puisse. l'enlever là. D'accord, ok, merci. J'ai un petit écho, hein. J'espère que ça va de l'autre côté pour les auditeurs. Moi, je m'entends un peu en double. Non, ça semble bon. C'est bon. Il me dit que mon partage d'écran est en pause. C'est étonnant, ça. Je vais recommencer. Non, il veut pas partager mon écran. Bon. Voilà. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui, c'était bon. Oui, super. Voilà, vous avez vu tout le déroulé de la présentation inversée. Euh, je commence. Je vais vous parler de la conception d'expérience en santé et plus spécifiquement de stratégie UX, recherche terrain, méthodologie centrée sur le patient, ses problématiques thérapeutiques.
Voilà, moi, j'ai écrit un livre qui se scinde en 2 tomes qui va sortir en novembre. J'ai créé un institut de recherche bénévole en conception d'expérience patient qui s'appelle l'Institut Quilité. N'hésitez pas à nous rejoindre, on a besoin de monde. J'ai travaillé pour Publicis Health par rapport de santé au niveau national, comme sur des conceptions de micro-expériences avec des dispositifs médicaux individuels. Et mon souhait à travers ce webinaire, à travers tous les engagements que j'ai dans leur large compétences et appétence pour la santé viennent justement au service des patients parce on en a besoin, c'est un très beau secteur. Déjà des différents systèmes, des différents niveaux de systèmes que vous allez intégrer dans la conception de l'expérience. Donc, il y a le microsystème, le mésosystème et le macrosystème que je développerai. On verra. Mais qui dit temps dit aussi ressenti, émotion, psychologie, et donc les différents focus qu'il y a entre les professionnels de santé et les patients, les différents nivellements cognitifs aussi, parce que ça va forcément d'usage et les ressentis également. Et sur les émotions, on verra, tout est lié. Je vais aborder aussi la théorie du bonheur qui est essentielle quand on travaille sur la qualité de vie du patient. Et je vais aborder également la stratégie des sous-objectifs les plus récurrents qu'on pourrait trouver. Voilà, normalement à la fin, on fait un Q&A et on répond à vos questions. Mais si jamais vous avez des questions, autant qu'ils vous viennent, n'hésitez pas à les poser et pourra m'interrompre si besoin. Voilà. Et merci d'être là. Merci pour les courageux qui ne sont pas déjà partis en long week-end. Alors, donc le système en 3 niveaux. Le macrosystème qui est au niveau sociétal, on va être sur des actions gouvernementales qui vont avoir des impacts sur les parcours de santé, par exemple. Et dans ces projets-là, vous allez plutôt avoir affaire à des parties prenantes, ministères, filières, associations de patients, représentants, laboratoires. Vous avez aussi les mécènes, hein, les laboratoires pharmaceutiques et pas forcément les laboratoires scientifiques. Au niveau mésosystème, vous allez avoir des problématiques interpersonnelles, des problématiques sociales peut-être, voire techniques, technologiques. On parle beaucoup de la fluidité des informations, par exemple des données de santé. Et au niveau des objectifs, on va peut-être être plutôt sur le suivi thérapeutique d'une pathologie. Et dans les parties prenantes, ce sera plutôt les établissements de soins, les professionnels de santé, voire les spécialistes. Les proches aidants aussi quand même, et les administrations qui sont les interfaces entre le patient et son parcours de soins global. Et enfin, le microsystème, et c'est là où moi je suis vraiment plus spécialisée puisque je viens de l'UX, donc je travaille l'usage entre le cognitif, les mains, l'écran. C'est le système où vraiment on va être dans l'intrapersonnel et une action locale interpersonnelle avec les personnes qui connaissent bien. On va suivre l'évolution personnelle du patient et dans les parties prenantes, on va voir forcément le patient, le proche aidant, le médecin traitant et les pharmaciens. Même si le patient, de toute façon, quand on est centré patient, il est aussi dans le macrosystème, le mésosystème. Les objectifs sont juste pas les mêmes, généralement. Donc, dans le microsystème, on prend en compte quand même numérique, par exemple mobile ou un dispositif médical, ça rentre forcément dans un parcours de santé global. Ça a forcément des relations, des communications avec un établissement de soins qui suit le patient. Donc, même si les objectifs du projet sont différents, globalement, il faut prendre en compte les problématiques des différents écosystèmes. Et donc, forcément, il y a... Donc, j'ai fait un précédent webinaire sur la modélisation systémique et les questions à se poser, c'est d'un point de vue systémique interpersonnel, qu'est-ce que ça change dans l'usage et d'un point de vue systémique technique, qu'est-ce que ça change dans les échanges avec les établissements et dans son parcours de prise en charge globale. Donc, voilà, mésosystème, prise en compte des stratégies macro et micro de la même manière.
un parcours de prise en charge, on ne va pas le travailler sans comprendre en fait les micro-interactions du patient, son évolution personnelle, ses ressentis, son émotion, son évolution psychologique et ses relations sociales. Et on sera forcément là à prendre en compte aussi les nouvelles avancées, les nouveaux médicaments, les nouvelles thérapies qui sont mises sur le marché français ou européen, les normes de suivi, les parcours, enfin, tout ce qui est verrouillage sécuritaire. Donc voilà. Et enfin, le macrosystème, on prendra de toute façon en compte dans la stratégie les déterminants du patient dans son évolution thérapeutique et les possibilités ensuite de suivi qui seront à mettre en place. Voilà. Et notamment, généralement, on a une grosse problématique de gestion des risques au niveau macro. C'est vraiment pas évident. Voilà. Rapidement, dans la grande famille du numérique en santé, on a une grande famille qu'on appelle la e-santé. Donc, on a les systèmes d'information, les hôpitaux, les dossiers médicaux. Donc là, on est macro, on essaie de vraiment fluidifier les communications. La robotique, c'est un peu à part, mais ça rentre quand même dans la santé et le numérique parce qu'il peut y avoir des aides techniques robotiques, il peut y avoir des aides sociales avec les robots, notamment dans les EHPAD, il y a eu pas mal de tests de faits et ça remet vraiment du social, de l'humain à travers cette interaction un peu rigolote du robot qui se promène. Et il y a une appropriation aussi à des personnes âgées qui mettent des foulards, qui personnalisent en fait le robot comme un proche. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle justement de tiers technologiques, puisqu'on parle de tiers aidant, voilà, de père aidant. C'est un père technologique. Et les robots, en fait, aident aussi à la manutention, évidemment. Et là, il n'y a plus trop d'expérience patient, mais c'est important de le prendre en compte. Et on a la famille de la télésanté au sein de la e-santé. Et dans la télésanté qui prend en compte tous les services de santé en ligne, il y a la formation des professionnels de santé. Il y a également la diffusion des informations sur les réseaux sociaux. Et on peut y ajouter dedans la M-santé, c'est-à-dire tout ce qui est connecté, le numérique, les applications, mais aussi les capteurs, les textiles, et tout ce qui est personal device, en fait. Et il y a télémédecine, qui là, c'est vraiment la télésurveillance, la domotique, la maison connectée qui va en fait pouvoir suivre de façon dématérialisée le patient pour envoyer les informations aux professionnels de santé. Moi, je suis plus sur voilà, je vous l'ai dit, sur le côté mobile, objet connecté, personal device. Si vous avez des questions sur les autres projets, j'ai travaillé aussi dessus, donc je pourrais vous en parler. Mais globalement, ce soir, je vais vraiment rester sur la micro-expérience. Ah oui, et quelque chose d'important aussi, c'est bien de prendre en compte tout le déroulé du projet, de l'hypothèse physiopathologique qui va être amenée généralement par le professionnel de santé ou par une proposition d'une association de patients. On va voir si les besoins seront avérés au niveau du terrain. L'investigateur, c'est quelqu'un qui est d'autorité clinique en fait dans le projet, qui va pouvoir attester de la cohérence des questionnaires, des fonctionnalités, des objectifs. L'expertise externe, par exemple, c'est quand on va aller chercher un développeur ou quelqu'un qui va accompagner le côté santé. Et puis le promoteur industriel qui va dire, OK, moi, je lance le truc avec vous, on lance le projet, on va chercher les fonds, etc. Et à partir de là commence vraiment le rôle du chef de projet / designer, parce que souvent on fait un peu les deux quand on est UX designer. On va aller chercher, on va commencer par faire une petite grosse littératie. Petite, ça dépend si on a les budgets ou pas. Et on va aller faire un protocole de recherche qui va être bien défini en fonction de ce qui est demandé pour avoir un CPP. Dans le livre, voilà, je mets vraiment les documents qui sont demandés et les exemples d'informations qu'il faut donner. Et ensuite, au niveau de la vigilance et des contrôles, c'est là où vraiment on va commencer à faire ce qu'on appelle le déroulé du projet en termes de UX designer, c'est-à-dire vigilance, contrôle. Nous, ce qu'on appelle itération, c'est-à-dire qu'on va faire
une innovation, on va faire de la génération d'idées, on va faire du prototypage, on va tester, on va recommencer. Et là, en fait, c'est là déjà que le paradigme en fait de conception d'expérience change déjà en santé, c'est qu'on est sur de la sécurité, on est sur du contrôle thérapeutique au niveau des résultats. Et on recommence si la sécurité n'est pas optimale, etc. Et là, on est sur de la prise en compte, effectivement, des situations à risque, des troubles cognitifs, par exemple, en fonction des situations. C'est pour ça qu'il faut tester toujours en situation de stress et créer encore plus de stress. On va provoquer l'erreur à fond. Et ensuite, une fois qu'on est sorti de ce projet-là, dont j'irai un peu plus en détail après, évidemment, c'est là que le projet, le dispositif médical peut être soumis à la HAS pour éventuellement proposer un remboursement sur le terrain, une prescription au niveau des professionnels de santé et aller chercher aussi les key opinion leaders qui font en fait office de marketing dans le secteur de la santé, puisqu'ils ils font autorité en termes de savoir sur la pathologie. Donc voilà, et donc qui dit aller chercher leur opinion et leur appui scientifique et médical veut dire aussi articles scientifiques à l'appui. Voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et je vous en parlerai aussi à la fin. Attention aux biais professionnels quand vous allez chercher un expert de la pathologie en extérieur pour faire les tests cliniques, que ces antécédents au niveau des recherches correspondent quand même pas trop mal à votre projet pour pas qu'il y ait de biais au niveau des objectifs, justement des questions, des tests et des résultats. Voilà, et ensuite, toujours vigilance et suivi avec des KPI qui sont adaptés à la santé et pas forcément pas forcément à la satisfaction. De toute façon, on en parle assez peu de la satisfaction, si ce n'est de l'observance et de l'adhésion au traitement pour le patient. Là, je vais vous parler, donc, je reviens du coup aux différents systèmes qui vont s'entrecouper et notamment de ce que ça peut créer comme synchronicité, notamment au niveau méso et micro, mais méso et macro, au final, on va avoir plus ou moins les mêmes problématiques qui vont être moins sensibles et émotionnelles comme chez le patient et plus en rapport avec les techniques, le matériel et les enjeux sociaux. Au niveau socio-technique, on a un lexique professionnel à apprendre en tant que UX designer pour vraiment lier un contact avec le professionnel de santé et les associations de patients, savoir exactement de quoi on parle et leur faire comprendre en quoi nous, on est vraiment axé sur l'usage, même si l'intérêt est thérapeutique, on est des ingénieurs d'usage. Et au niveau du fonctionnement de l'écosystème, au niveau microsystème, c'est vraiment très sensible, c'est-à-dire on va aller chercher les leviers motivationnels qui vont être moteurs en fait de l'interaction avec le logiciel. Il va y avoir des obstacles qui vont pas forcément être techniques ou sociaux, mais émotionnels. On va avoir des ressentis qui vont être différents en fonction du fonctionnement du corps, de ses hormones, et du coup qui vont complètement modifier ces perceptions d'usage. Et on sait que les perceptions d'usage sont les points d'entrée de l'interaction homme-machine, hein, puisqu'on travaille la perception avec l'haptique, avec le visuel, avec le sonore. Et donc, ces perceptions-là peuvent être complètement perturbées par un état physique, psychologique, qui peut être situationnel ou simplement biologique, mais qu'il faut prendre en compte et anticiper dans les facteurs de risque. Voilà. Et donc, au niveau des asynchronicités, forcément, on va avoir un décalage au niveau du temps, des disponibilités, des besoins entre les professionnels de santé et les patients. On va avoir des décalages d'objectifs entre l'objectif thérapeutique médical et plus bien-être, sensible, être rassuré au niveau du patient. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez la situation d'une consultation médicale, le professionnel de santé va parler parce que ce que lui, il pourrait utiliser comme type, nous, on utilise le terme KPI, mais c'est pas ça en santé, mais les indicateurs comportementaux, j'ai plus le terme, ça va me revenir tout à l'heure, les déterminants, il va parler résultats, analyse,
Le patient, lui, il va poser des questions pour se rassurer. Et les retours qu'on a généralement de ces entretiens-là, c'est enfin, ça dépend des professionnels de santé, hein. Il m'a pas écouté, il n'a pas répondu à mes questions, ou alors il m'a posé des questions sans m'expliquer pourquoi il me les posait, donc ça m'inquiète. Ou alors au contraire, il a été pédagogique, il m'a bien expliqué, il m'a pas pris de haut, je sais où j'en suis et ça m'a rassuré. Donc on a des différences d'objectifs dans les communications entre les parties prenantes qu'il faut prendre en compte quand on crée des solutions de santé, d'accompagnement du patient. Voilà. Et donc, forcément, il y a un décalage au niveau du vocabulaire, puisque les objectifs ne sont pas les mêmes, les connaissances ne sont pas les mêmes, donc potentiellement, la communication doit être différente, d'autant plus qu'au niveau du patient, ça dépend aussi de ses états de santé, de l'évolution de la maladie et des biais cognitifs auxquels il est soumis. Voilà, donc typiquement, par exemple, un parcours macro où on prend en compte les risques micro. Je travaillais sur un projet, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est confidentiel et puis je n'ai pas été vraiment dans les spécificités du projet, juste je vous parle de quelque chose de très comment dire, symbolique. C'est qu'on travaillait sur un nouveau parcours de santé au niveau macro. Donc, il y avait des allers-retours au niveau de l'hôpital, au niveau de la pharmacie. On avait de nombreux projets qui fatiguaient les patients. Et puis, au niveau du client, on était un peu embêté parce que ça devait vraiment changer la vie du patient d'enlever ces trajets-là. Et puis, on s'était rendu compte au niveau du systémique que c'était vraiment dérisoire. On devait gagner 3, 6, max 9 heures de route dans l'année. C'était pas du tout représentatif en fait de la qualité de vie gagnée, en tout cas par rapport à ce qui était demandé au niveau des patients, au niveau de la qualité de vie. Et c'était pas non plus suffisant pour justifier tout le budget qui était colossal au niveau du projet. Et donc j'avais proposé à ce moment-là de faire simplement des questionnaires psychométriques. Donc là, du coup, on a vraiment le vécu micro de l'effet d'avoir moins de trajets. Et vous verrez en fait dans la formule du bonheur après que le fait d'avoir moins de trajets, ça décuple la sensation de contrôle sur sa vie, de bonheur. Et du coup, on peut dire que c'est quasi exponentiel, c'est-à-dire que gagner 3, 6, 9 heures dans l'année, il y a une sensation qui est beaucoup plus importante et donc une qualité de vie retrouvée pour le patient qui est beaucoup plus importante. Et donc, il y a eu un changement dans le parcours que j'ai mis à droite là au niveau des changements. Il y a les 2 bulles bleues à droite, changement de traitement et pharmacie hospitalière. À ce moment-là, en fait, il y a eu un pivot. Le questionnaire psychométrique, il a été fait avant, il a été fait pendant, il a été fait après. Ça permet d'avoir un suivi au niveau de l'état psychologique du patient. Il y a une flopée de questionnaires psychométriques en fonction de vos objectifs, en fonction de l'application, en fonction de la prise en charge de la pathologie. Donc, je ne vous ai pas donné en fait de nom de questionnaire. J'en cite quelques-uns dans le livre, mais voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Sachez quand même que vous trouverez de toute façon votre bonheur et que normalement, ils sont normés et vous les trouverez soit sur le site de la HAS, soit spécifiquement dans les recherches scientifiques. Il faut vraiment pouvoir maîtriser la littératie amont pour avoir une qualité de projet de stratégie par la suite. Donc, le nivellement cognitif, hop, on y va. Il faut vraiment faire la différence déjà entre les troubles mentaux, les troubles cognitifs et les troubles psychiques. Souvent, on ne fait pas trop la différence. On sait ce que c'est qu'une situation de handicap physique, une gêne au niveau de la main, une gêne au niveau du bras, une gêne au niveau de la jambe. Mais on a peu conscience du nivellement de gêne au niveau mental. Donc, les troubles mentaux, on va être sur la déficience capacitaire. C'est-à-dire que la personne, quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle ne sera pas au niveau de la plupart des gens pour comprendre ce qu'on lui demande ou pour faire une action de base. Les troubles cognitifs, ce sont des difficultés à mettre en pratique les capacités intellectuelles, hein, bien sûr. Donc, elles sont là, mais c'est pas toujours évident. Les troubles de l'attention en font partie, la dyslexie en fait partie.
Et du coup, vous voyez bien que là, du coup, entre la déficience capacitaire et la difficulté à la mettre en pratique, c'est qu'on va avoir une frustration d'usage qui va être complètement différente au niveau de la difficulté d'usage et de la déficience capacitaire, parce que ceux qui ont des troubles cognitifs vont savoir qu'ils sont en mesure de faire un usage poussé d'un outil, mais s'il n'est pas bien calibré par rapport à eux, ils vont arrêter d'utiliser. Alors qu'au niveau de la déficience mentale, si c'est simple, voilà, ils vont pas être frustrés si à un moment donné ça passe pas, ils vont tester ailleurs, etc. Bon, voilà. Et puis, il y a les troubles psychiques, où là, ça va être plus une instabilité d'état, une alternance entre un état tendu, un état détendu, par exemple, avec des déclencheurs qu'il faut aller découvrir. Et ces troubles psychiques-là, on l'a dans la bipolarité, je crois, par exemple. Et il faut en fait savoir que les troubles peuvent être associés, c'est-à-dire que un trouble cognitif peut très bien accompagner des troubles psychiques ou une déficience. Et notamment, souvent, c'est dû à des situations comme des niveaux de stress où forcément, du coup, les capacités cognitives sont diminuées. Quand on dit à une personne, tu feras de ton mieux et ce sera parfait. Donc déjà, c'est pour la mettre dans, enfin, c'est une phrase qu'on dit assez couramment, mais c'est représentatif vraiment de ce nivellement cognitif-là, c'est que on n'est jamais tous au top, quoi. Il y a vraiment des fois où au niveau cognitif, on n'y arrive plus. Quand on est en burn-out, par exemple, c'est typiquement un exemple où on a un niveau de stress tellement élevé avec des alternances au niveau émotionnel qui sont tellement denses que on n'y arrive plus, quoi. Le cerveau, il dit stop et c'est fini. D'ailleurs, il faut savoir qu'on peut générer des troubles. C'est tellement fort qu'il y a une espèce d'extinction au niveau d'une zone neuronale. Je ne veux pas vous rentrer trop dans les détails parce que là-dessus, quand il y a une micro-extinction, c'est tout petit, c'est une déconnexion parce que l'émotion est trop forte. À ce moment-là, c'est vraiment marqué au niveau des synapses à vie et c'est ça qui crée en fait des résidus de troubles. On n'est pas dans le stress post-traumatique encore, mais on est sur vraiment du trauma en fait qui va rester quand même un bout de temps. Donc voilà, donc ça peut aller assez loin. Euh, les gènes nivelés selon les contextes, c'est pareil, hein, c'est les situations stressantes associées aux troubles existants. Donc là, vous décuplez encore en fait les difficultés d'usage, les difficultés de compréhension, les difficultés de gestion de l'outil, même si vous anticipez au maximum en fait les cas d'usage. Et vous risquez d'avoir une accumulation qui va être difficile à gérer à un moment donné. Donc voilà, je dis pas que c'est simple hein, de tout prendre en compte, mais c'est bien quand même d'avoir en tête ces différentes spécificités au niveau des troubles mentaux. Donc là, je vais vous parler du mécanisme de la charge cognitive. C'est quelque chose qu'on voit surtout en détection de mensonges, parce que quand on fait de la user research en santé, il faut savoir qu'en situation de honte, les patients vont se mettre à mentir pour garder leur dignité, pour éviter d'être percés à jour ou pour éviter d'avoir trop mal. Donc la détection de mensonges, ça permet justement, sans leur dire forcément qu'on a compris de quoi ils avaient honte, d'aller chercher la gêne la plus importante et d'essayer de l'atténuer ou de l'enlever. Et donc, dans les outils de détection de mensonges, on a différentes possibilités qui permettent, couplées entre elles, de comprendre, de générer une charge cognitive éventuellement, de générer du stress et de comprendre en fait d'où ça vient. Donc, la première situation, c'est il y a la production du mensonge, donc la situation de stress qui fait que la réaction a été de mentir. Ça peut être la situation de stress, ça peut être de s'emmêler les pinceaux dans l'usage, par exemple. Et dans le mécanisme, en fait, on a la gestion des émotions, la gestion de la charge cognitive,
le contrôle du comportement qui va être plus difficile et les réflexes physiologiques où là, on a la batterie des tests biométriques qui va pouvoir en fait attester du niveau de stress, aussi bien l'eye tracking que la sudation. Le contrôle du comportement, bon, vous pouvez avoir du bafouement au niveau de la voix, vous pouvez avoir des fautes un peu plus poussées au niveau de l'écriture du mobile, vous pouvez avoir des erreurs quand vous cliquez sur les boutons. Je pense que ça arrive à tout le monde de faire plusieurs erreurs d'affilée quand on utilise une application, quand on est stressé ou quand on est fatigué, qu'on ne comprend plus. Et donc au niveau des réactions, voilà, vous avez des réactions verbales, paraverbales, non verbales. Tous ces indicateurs-là vous permettent de savoir en fait au niveau du stress comment on est. Je vous en parle parce que ça va vous permettre non seulement de comprendre en fait les situations stressantes des patients quand vous êtes en observation ou quand vous en parlez avec eux, vous allez pouvoir les observer et noter dans votre grille d'observation, mais vous allez pouvoir aussi dans vos tests utilisateurs générer cette charge cognitive pour aller chercher les erreurs. Et ça vraiment c'est important d'aller les chercher pour être sûr qu'au niveau sécurité, vous êtes bien avec votre solution. Voilà, on est sur la criticité d'usage. Donc là, c'est un niveau, c'est une grille de probabilité qui est commune à tous. Hein, c'est pas du tout spécifique à l'UX design en santé, mais globalement, vous avez ce qui est. Alors, je suis désolée, les écritures sont un peu petites. Donc, voilà, je pense que vous allez pouvoir lire quand même, j'espère. Donc, vous avez le niveau 1 très probable, niveau 2 improbable, le niveau 4 très probable, accouplé ensuite à, par exemple, l'effet mineur, l'effet significatif, hein, le niveau de gravité, l'effet critique ou catastrophique. Et vous, du coup, c'est 1 acceptable, vous avez de 3 à 4, c'est modéré, ça va jusqu'à 6, parce que du coup, vous multipliez en fait hein, les indices de probabilité et de gravité. Vous avez de 8 à 9 le substantiel, à partir de 12, donc là, vous avez vos situations à risque que vous pouvez en fait dire ok, A, B, C, ces situations-là intolérables, on va les travailler en priorité pour éviter que ces situations d'usage ne se produisent. Et ça va vous permettre de driver un petit peu votre objectif projet par rapport aux objectifs, enfin, vos sous-objectifs au niveau de la criticité d'usage par rapport aux objectifs globaux du projet. Voilà. Donc, on revient sur quelque chose d'un peu plus léger, la théorie du bonheur. Donc, ça, c'est une formule scientifique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. Ce sont des chercheurs, j'aurais dû noter leur nom, désolé, qui ont travaillé sur différents papiers et qui ont bon, j'ai pas le terme, ils ont sorti un papier comme quoi effectivement il y avait d'une part une base biologique innée, c'est-à-dire qu'on a tous en nous un niveau génétique biologique qui est régulé la sérotonine au niveau du corps et donc à gérer les situations au quotidien. On a les conditions de vie où là c'est vraiment ça fait partie intégrante de notre vie, de notre quotidien sur le long terme. Pour les changer, c'est possible, mais c'est compliqué. Il faut vraiment travailler dessus. Ça se fait, il y a des choses qui sont plus faciles à changer que d'autres. Et il y a les activités volontaires. Et donc là, c'est plus facile de les faire évoluer. Donc voilà, comme je vous disais, au niveau de la biologie, c'est quand même quelque chose de très inégal et de génétique. On peut avoir recours à l'aide chimique. Les Américains sont beaucoup plus décomplexés qu'en France, même si on a une consommation assez importante d'antidépresseurs. On peut avoir une aide chimique pour se sentir un peu mieux. Il y a, voilà, au niveau génétique, il y a des familles où il y a les femmes ou les hommes prennent des antidépresseurs depuis quelques générations parce que ça leur fait du bien. Voilà. Et puis, il y a des aides type méditation et pas médiation, bien méditation, la respiration. Il faut savoir que la cohérence cardiaque, par exemple, ça permet de faire circuler entre les neurones les neurotransmetteurs et donc de pouvoir faire circuler tout ce qui est sérotonine, endorphine, etc. Donc, c'est vraiment chimique interne, mais par quelque chose, une voie naturelle. Et ça, vous pouvez difficilement le modifier autrement.
Donc, quand vous avez un patient avec ce niveau d'émotion là globale, triste ou joyeux, vous avez déjà un niveau de base que vous pouvez prendre en compte potentiellement dans votre variable en fonction de vos objectifs. Typiquement, c'est Antonio Damasio qui parle de émotion d'arrière-plan. On est pas loin, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'humeur dont il parle, mais on est quand même pas loin au niveau On a les conditions de vie, donc au niveau social, c'est inégal, au niveau statut, si on est marié ou pas, au niveau du travail qu'on a, au niveau du lieu de vie, au niveau des trajets qu'on va faire aussi. Euh, alors au niveau du trajet, c'est intéressant comme sujet parce que si on a un trajet de 3/4 d'heure le matin avec des bouchons, des klaxons, que c'est compliqué, qu'il fait froid, potentiellement ça va dégrader le niveau de bonheur de la personne. Si le trajet se passe très bien, la musique est bonne, que la personne aime bien, ça peut potentiellement être un facteur de détente. Voilà, donc c'est encore une fois à jauger. Le lieu de vie peut changer, le travail peut changer, le statut marital peut changer, mais ça fait partie des conditions de vie et ça conditionne du coup le niveau de bonheur. Et ensuite, dans les activités volontaires, ce qui joue aussi sur le niveau de bonheur, c'est le sport, l'engagement, le contrôle, la honte, la religion. Et donc, typiquement, le contrôle, quand on donne la main au niveau du paramétrage numérique, ça va aider forcément à l'adhésion au dispositif médical numérique. On retrouve aussi ça, par exemple, au niveau des traitements, par exemple en chimiothérapie. En fait, il y a une étude scientifique qui a montré que le vécu de la chimiothérapie était moins difficile quand ils avaient le contrôle sur la musique, par exemple. Et donc ça, du coup, ils se sentaient quand même vachement mieux de pouvoir le gérer. La honte, avoir honte de quelque chose, donc ça peut être la stigmatisation du fait d'avoir eu un membre en moins ou une pathologie qui se voit souvent. Enfin, moi, dans les retours, dans les discours des patients, c'est quelque chose qui est très lourd à porter, une stigmatisation sociale. Et donc là-dessus, on va pouvoir travailler justement. On va pouvoir travailler sur la déstigmatisation par l'usage et sur le contrôle. Voilà. Je reviens en fait sur la musique. Faut savoir que la qualité sonore de la musique ou des notifications a un impact direct sur l'activité neuronale et sur l'inflammation neuronale. C'est-à-dire qu'en fait, les chants d'oiseaux, la musique classique, elle travaille sur les ions au niveau des neurones et aussi bien au niveau des humains que les plantes de toute façon. Donc c'est d'où le fait qu'on dise qu'une plante pousse mieux à côté d'une musique comme Mozart. En fait, ce n'est pas anodin. Et par contre, la musique saturée, comme les sons de hard rock, par exemple, c'est pas forcément bon au niveau du système neuronal. Voilà, ça c'est fait, petite parenthèse. Donc, au niveau des objectifs, ce sont des objectifs récurrents que j'ai pu voir dans les projets et dont je vous fais part. Généralement, le premier objectif dans les dispositifs médicaux numériques, ça va être les résultats médicaux. Donc, ça va dépendre aussi du superviseur que vous avez, des tests cliniques. Et il va falloir créer du coup une interface soignant. Je me rends compte qu'en fait, j'ai parlé tout à l'heure de l'investigateur et j'ai dû confondre avec le superviseur. Le superviseur, il est médical. L'investigateur, c'est le responsable projet. C'est celui qui porte avec le superviseur le projet. Donc, l'interface soignant, on va être plus sur de l'intranet, sur de l'usage professionnel, et on va travailler une interface patient pour avoir les données de façon intuitive. Mais voilà, généralement, il y a quand même un côté thérapeutique qui est présent dans la conception des solutions médicales. Médical, hein. Je suis pas dans le bien-être ou dans le suivi de détente ou de gestion du stress. On a aussi un aspect très du coup
donc motivationnel, où là, le tout côté UX design rentre vraiment en compte, puisqu'on va travailler sur le comportement avec le design comportemental, par exemple. On va utiliser le nudge, les besoins fondamentaux. On va travailler du coup forcément avec la gamification, l'ultra-personnalisation en fonction des besoins patients. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment important de prendre en compte au niveau du bac, comme on dit, au niveau du développement, au niveau des algorithmes que vous allez projeter, et donc du coup au niveau de la formation de vos équipes. Au niveau organisationnel, du coup, souvent c'est une communication qui est fluide, des documents qui sont fournis de façon sécurisée, avec une réactivité des parties, prenant du patient. Si le patient se plaint de symptômes inconnus parce que le traitement les a changés, et que au niveau des spécialistes ou au niveau de l'hôpital, il n'y a pas de réactivité, potentiellement il va se diriger vers son médecin traitant, il va lui en parler. Le médecin traitant peut ne pas être au courant du changement de traitement parce qu'il a énormément de documents à voir, énormément de patients, et ça peut créer d'interactions au niveau des médicaments. Voilà, donc là, c'est important de pouvoir générer une fluidité de communication des documents et entre eux, au niveau des messages, assez fluide, quoi. On a du coup au niveau des objectifs, quasiment tout le temps aussi, des objectifs identitaires, c'est-à-dire que motiver le patient plus que les chiffres qui vont forcément être variants, enfin, qui vont forcément varier en fonction de l'état physique du malade. Il faut reconnaître l'effort d'usage, c'est-à-dire il va faire autant d'efforts, voire plus, dans des moments qui vont être plus difficiles à gérer et où les résultats chiffrés sont pas forcément là. Sauf que si on reconnaît pas son effort, potentiellement, il peut lâcher un peu du lest, se décourager, et donc de côté pendant un temps la motivation dans l'usage. Donc c'est vraiment quelque chose qui va le tenir et nous servir dans la gamification, dans la motivation à l'usage, la reconnaissance de l'effort du patient. La déstigmatisation, puisqu'en fait, quand le patient il évolue dans sa maladie, il va s'auto-stigmatiser, il va s'auto-juger, il va dépendre aussi du regard des autres. Et le regard des autres, notre identité dépend de celle des autres, de leur regard et de la place qu'ils nous donnent dans la société. Donc, tout ça, ça va être vraiment mouvant au niveau de son accompagnement thérapeutique, et donc au niveau de la communication qu'on va créer avec lui. Et donc, ça, c'est forcément un sous-objectif à prendre en compte, et qui va forcément prendre en compte aussi l'accompagnement psy qu'il a et les relations avec les aidants et les associations qu'il a. Et ensuite, il y a forcément les objectifs de prévention par la suite et en temps d'usage, au niveau de la criticité des risques, comme on a vu, au niveau de l'anticipation au quotidien. Et il y aura forcément l'éducation thérapeutique, les outils de gestion qu'on va mettre en place, tout ce qui va permettre en fait d'accompagner le patient dans son quotidien, dans sa gestion de la maladie, dans son autogestion à lui, en fait, pour prévenir ensuite les cas de risque, les situations à risque par la suite. Voilà, et les cas de rechute potentiellement. Donc, au niveau du process, au niveau de la récolte des informations, ça, c'est vraiment découvrir, définir, sprint, développer des projets en UX. Au niveau de la récolte des informations, vous pouvez aller sur l'énographie sensorielle, par exemple, qui aura un fort impact sur les perceptions et la capacité de communication du patient et comment il va se sentir au niveau de ses attentes et de ses objectifs. On parlait de la musique, par exemple. On peut parler de la moquette, ce que ça fait au niveau du mobile. On peut parler de la qualité sonore, effectivement. On peut parler de l'UI. On peut parler, voilà. Là, on va être là, je parle du livrable, donc de la conséquence que cela aura. Mais globalement, dans son parcours patient, voilà, ça va avoir quand même un impact. C'est-à-dire que
c'est pas que dans son usage, ça va être dans son appréhension d'usage et ses expériences antérieures qu'il faudra aller creuser pour comprendre vraiment quels sont ses focus personnels au niveau de la situation vécue. Par exemple, s'il anticipe et s'il appréhende une situation en particulier, déjà son ressenti temporel va être différent. Le temps va potentiellement s'allonger. S'il a envie de partir très loin, très vite, ça va être très long pour lui d'attendre en salle d'attente. Il va se demander s'il peut partir, si ça va aller ou pas. Au contraire, s'il n'a pas du tout envie s'il pense non pas à partir, mais s'il fait un focus sur le rendez-vous qu'il va avoir et qu'il n'a pas du tout envie d'avoir, là, pour le coup, le temps va passer trop vite. Donc, il y a un ressenti de temps qui peut se chevaucher et qui va complètement faire une distorsion au niveau du ressenti temporel. Bon, j'étais un peu loin là, mais ça fait partie quand même des choses à garder en tête quand on crée une solution. Vérifier les correspondances, évidemment, ben là c'est du bon sens au niveau de la recherche utilisateur où on va aller voir en fait ce qui se croise au niveau des différents patients et voir en fait comment on peut y répondre au niveau de la solution avec les objectifs et les sous-objectifs. Quand je dis ensuite au niveau du sprint testé les 4 meilleures idées, c'est aussi les tester dans les situations à risque A, B et C. Donc peut-être celles qui vont arriver, les très probables, et celles qui ont un niveau de sévérité les plus importantes, et donc générer le stress nécessaire à ça. Voilà, ensuite suivre l'usage avec pourquoi pas des questionnaires psychométriques qui sont adaptés à la pathologie. Voilà, là je crois que j'ai fait à peu près le tour. Vous avez aussi l'ethnographie numérique à prendre en compte en user research, les micro-émotions, la honte, le mensonge, on en a parlé. Voilà. Après, bon, c'est un sujet très complexe, mais qui vaut le coup, qui vaut le coup d'être creusé par la suite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas dites, mais je pas de questions de toute façon. Et voilà, je finirai par une petite phrase de Jim Harrison. La vie est courte, mais elle est très large, donc on peut faire beaucoup de choses et il peut arriver beaucoup de choses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas, je sais. Ouais. Oui, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des commentaires, des questions à mettre également sur la partie chat. Merci beaucoup en tout cas, Marion. Alors en effet, c'est un sujet hyper large. Plein de choses. Je ne sais pas si tu as un petit, je sais pas, un petit retour, un peu d'expérience, un petit quelque chose pour montrer, même si en effet, il y a plein de sujets dans tout ce que tu as dit. Oui, bah, il y a pas mal de. En fait, il y a beaucoup d'adaptations potentiellement. Moi, j'ai fait beaucoup d'adaptations méthodologiques. Notamment, je vous parlais des questionnaires psychométriques au sein d'une gestion systémique d'un parcours de patients au niveau national. Mais il y a aussi, quand on fait de la détection de mensonges en user research pour aller voir les gènes, c'est aussi l'adaptation méthodologique. C'est aussi des choses que j'ai eues, c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose à creuser et en fait, il ne veut pas nous le dire, donc il faut aller le découvrir. Et puis, j'avais pensé à faire des sortes de sessions d'art-thérapie pour aider le patient à s'exprimer sur ses craintes, ses besoins, ses ressentis, parce que quand on est basé uniquement sur le déclaratif, en amont du projet, on passe à côté en fait d'une expérience émotionnelle, infracognitive, qui est hyper importante quand on travaille l'expérience patient. C'est ce qu'on appelle finalement, enfin, aujourd'hui, on a l'experience-based co-design qui est, voilà, ça a été scientifiquement prouvé. En fait, le patient évolue avec nous, concepteurs, au sein même des ateliers, en fonction en fait de ce qu'il découvre. Et il va en fait transformer son discours parce qu'il va se rendre compte de choses dont il n'avait pas conscience avant. Donc, on a le même processus avec les focus
dire, mais attends, moi j'ai une vision complètement différente de cette étape-là de ta maladie, je trouve que tu l'as vécu de telle ou telle façon, alors qu'en fait, toi tu le vis différemment, tu le racontes différemment, mais tu as oublié ça, ça, ça. La mémoire étant reconstruite, en fait, il rajoute des blocs au fur et à mesure qui sont potentiellement justes, mais qui sont inhérents à simplement sa perception, son point de vue. Le fait de pouvoir travailler avec des médiums ou avec d'autres participants, d'autres parties prenantes qui ont d'autres perceptions, ça fait évoluer vraiment le patient. Voilà, après, un exemple type, hein, au niveau des injecteurs sous-cutanés, si vous n'avez pas la bonne signalétique au niveau du son, au niveau du visuel, le patient, s'il est en situation, s'il est au restaurant ou avec d'autres personnes, s'il doit se piquer rapidement, il va devoir soit se fier au son, soit se fier à la tic, donc au petit clic une fois que c'est fait, soit se fier vite fait à la lumière. Mais la lumière, si vous le mettez dans un sens, il faut vraiment être sûr qu'il le voit, quelle que soit la façon dont il se pique. Donc, il y a une signalétique d'usage à prendre en compte en fonction des situations pour limiter les risques, encore une fois, d'erreur. S'il ne sait pas s'il a bien fait l'injection, potentiellement, il peut la refaire. Voilà. Ok, alors il y a une question également qui est posée, c'est comment est-ce qu'on peut avoir accès à des patients? Alors là, c'est le cas d'un éditeur de logiciel, apparemment, et qui du coup a des difficultés entre l'établissement qui pourrait utiliser ça, et qui fait un peu blocage entre l'outil et l'usage final. Est-ce que là-dessus, tu as des petites choses à nous raconter? C'est dommage que l'établissement fasse un blocage entre le panel d'usage, parce que c'est quand même le panel qui va décider de l'orientation du produit au final. Donc, là, je pense que les solutions dans ces cas-là, c'est d'aller chercher dans la littératie existante les informations nécessaires. Donc, on a des cas de recherche sociologique, on a des papiers existants, on a les réseaux sociaux, des groupes de patients qui existent généralement pour les pathologies. Alors, j'ai un écho, encore une fois, je ne sais pas si c'est normal. Non, non, c'est bon, hein. D'accord. Donc, on a les réseaux sociaux, on a des groupes de conversation, les forums. Et donc, ça, ce sont des alternatives quand on n'a pas accès au panel par le client ou par l'établissement. Je ne sais pas si ça répond un peu. Parce qu'après, au niveau de l'usage final, c'est compliqué généralement quand en ligne ou par la littératie pour tester l'outil, ouais, effectivement, c'est limité. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher du coup au niveau des patients, des personnes qui sont à proximité et qui veulent bien participer. C'est moins évident. Voilà. Après, de toute façon, c'est les associations de patients qui peuvent éventuellement faire le lien, mais dans ces cas-là, il faut faire attention parce que généralement, ces associations de patients sont aussi en lien avec les spécialistes. Voilà. Mais ça peut, effectivement, si vous avez une porte d'entrée parce qu'il y a un besoin de terrain avéré par une communauté de patients, l'association de patients, théoriquement, vous donnera en fait un feu vert pour vous donner quelques informations ou pour vous donner quelque... Généralement, ils ne vont pas vous donner accès au panel complet, mais ils vont demander qui est intéressé et ils vont vous donner directement les informations pour les contacter. Ok, parfait. Pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que tu avais une petite conclusion, peut-être quelque chose pour finir, Marion? J'ai vu une dernière question, là, je ne sais pas je sais pas si tu l'as vu, toi. Eh bien non, apparemment. Ah oui, je dirige une agence web. Nous souhaitons prendre une direction dans le secteur de la santé pour les sites et applications mobiles. Avez-vous des tips pour ce secteur d'activité et mettre en place des bonnes pratiques UX? Les bonnes pratiques UX, j'en ai donné pas mal là au niveau du webinaire. C'est-à-dire que c'est vraiment tiré de l'UX, mais de l'UX stratégie.
Après, au niveau UX, ergonomie et conception, on est sur du design pour tous, on est sur de l'accessibilité, de la personnalisation. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment ça la question. De ce que je comprends, c'est ce que je peux dire de mieux. Après, il y aura plus de détails dans mon livre tome 2, mais ça dépend de toute façon de la pathologie. Avec les spécificités de méthode que j'ai partagées là ce soir déjà, il y a un bon fond pour avoir les insights à la conception, à la stratégie d'idéation et de réponse aux objectifs. Ok, parfait. Donc, du coup, tes livres sortent quand alors? Alors là, ils sont en relecture cette semaine. Je rentre les informations, les corrections là dans les semaines qui arrivent et normalement ils sont publiés fin novembre, début décembre. Ils sont accessibles en tout cas à l'achat. Ok, ok. Bah, tiens-nous au courant. On a hâte de lire tout ça. Merci en tout cas pour ce moment. Donc, on a tenu le timing d'1 heure. Oui, Voilà, n'hésitez pas à contacter Marion, je pense, sur LinkedIn, hein, ou à nous oui. contacter également. Et puis à suivre également, comme je disais au démarrage, les événements FLUPA qu'on peut mettre en place au fil de l'année sur tout type de sujet lié à l'expérience utilisateur. Voilà, ben, merci encore Marion, merci à tous de nous avoir suivis, Merci. et puis ben, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.